quand le confinement et les mesures sanitaires sont arrivées, moi, il y a eu quand même un déclic dans ma tête. Je me suis dit, on va vers un contrôle total de la population qui va faire d'énormes dégâts psychiques parce qu'on va traiter tout le monde de la même manière et que les enfants et les étudiants vont énormément souffrir à un moment de leur développement où ils ont besoin d'interaction sociale de ces mesures. Donc, je crains des dégâts collatéraux très importants. Je le craignais, malheureusement mes craintes étaient en dessous de la réalité de ce qui allait se passer, notamment de la vague pédopsychiatrique qu'on a vue à partir de février 2021. Donc j'ai essayé d'alerter dans les médias, de sensibiliser en fait à cette dimension psychique, voilà, et que la santé peut pas être réduite à la circulation d'un virus, que la santé c'est plus large que ça. On a vu des augmentations des tentatives de suicide et des suicides assez rapidement, beaucoup de burn-out, beaucoup de syndromes anxio-dépressifs. Donc moi, j'ai essayé de remonter ces données. Que vous aviez dans la pratique, que j'avais dans mon cabinet au quotidien, qui était confirmé en fait dans les hôpitaux, c'est-à-dire que ce qu'on voyait nous en ville, bah, c'était pareil qu'à l'hôpital Necker, qui est un grand hôpital parisien qui s'occupe d'enfants. On avait plus 600% en fait d'admission d'enfants en pédopsychiatrie. Donc voilà, on a vu vraiment des dégâts psychiques importants. Moi, j'ai essayé de relayer cette information. C'était des dégâts liés à quoi? Liés au masque, liés c'était ou à l'angoisse du moment ou Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait d'abord les confinements qui avaient évidemment fait exploser les violences intrafamiliales, c'est-à-dire que des familles qui étaient un peu dysfonctionnelles, mais qui s'en sortaient grâce aux appuis, voilà, le club de foot, la socialisation des uns, etc. À partir du moment où elles étaient en huis clos, il y avait un alcoolisme qui explosait chez un parent, ou la violence, ou des parents qui étaient malades, qui étaient plus suivis, donc qui prenaient plus leur traitement, et du coup une augmentation des maltraitances. Voilà, moi j'avais une patiente dont le père avait été sorti de la cellule familiale avant le confinement parce qu'il était incestueux, qui a été reconfiné avec sa femme et ses enfants. Donc on imagine bien les drames sociaux et psychologiques que ça a pu engendrer. Des femmes battues par exemple qui n'avaient pas de refuge, qui pouvaient pas aller chez des amis. Donc il y avait cette violence qui augmentait. Et puis il y avait pour les bébés, les enfants, les étudiants qui avaient dans leurs besoins vitaux d'aller en classe, d'avoir des interactions sociales, de faire du sport, finalement un repli, un isolement qui était dangereux. À 45 ans, ne pas aller au restaurant ou au cinéma, ça n'a pas d'importance. En revanche, quand on est étudiant, ne pas pouvoir questionner un professeur, être enfermé derrière un écran toute la journée, évidemment que ça fait exploser les addictions, évidemment que ça fait exploser les dépressions. Les tentatives de suicide ont beaucoup augmenté. Et aujourd'hui, on n'en est pas sorti. C'est-à-dire qu'on croit que parce que les mesures ont été levées, les dégâts se sont arrêtés. Sauf que quand vous avez été arrêté en plein vol dans votre croissance, il y a des dégâts durables. Donc les enfants qui aujourd'hui entrent en CP ou les bébés qui ont eu des retards de langage à cause du masque, qui arrivent en maternelle, etc., ce sont des enfants qui ont raté quelque chose dans leur développement. Et l'être humain, il se construit avec des périodes sensibles, et quand quelque chose est raté à un moment crucial, c'est difficile et c'est long à récupérer. Donc aujourd'hui, on en a encore en fait les effets dans nos cabinets. Et quand vous disiez cela dans les médias, comment ça se passait? Quelle était un peu l'ambiance, l'atmosphère sur ces plateaux? Il y avait aussi, j'imagine, beaucoup de... Enfin, vous aviez une forte opposition au sein des médias. Oui, parce que, si vous voulez, on est dans une société qui est régie par les algorithmes. Donc, quand un clinicien arrive et raconte quelque chose de l'expérience clinique, tant qu'il n'y a pas des études statistiques avec des chiffres qui attestent de ce qu'il dit, ça n'a pas de valeur. Sauf que quand il alerte, on n'a pas encore les chiffres, et quand on a les chiffres, c'est trop tard. Quand on disait attention, sur telle tranche de la population, il va y avoir ça. Sur les personnes âgées, il va y avoir des syndromes de glissement. On avait encore la main. Sauf que quand on vous répond, mais t'as pas les chiffres, t'en sais rien, t'as un biais professionnel parce que tu ne vois que des gens qui vont mal dans ton métier, et qu'on attend les chiffres, une fois qu'on a les statistiques 3 ans plus tard, malheureusement, si les statistiques confirment ce qu'on dit, c'est que le mal est fait. Et les retards de parole, ils sont là, et les ados qui se sont suicidés, on peut pas les récupérer. Donc il y avait cette suspicion liée au fait que beaucoup de médecins sont habitués maintenant à ne répondre qu'aux statistiques. Parce que leur formation fait que on ne leur enseigne plus la philosophie, on ne leur enseigne plus finalement tout ce qui est clinique et tout ce qui est humain.
Donc on les forme avec des QCM et par conséquent, ils n'arrivent plus à avoir une vision holistique et globale de la santé humaine dans son environnement. Donc des choses qui tombent sous le sens et qui paraissent être des évidences leur échappent complètement parce qu'ils ont une vision très morcelée de la réalité et qui regardent un chiffre de circulation virale, ils regardent pas la santé d'une famille. Et puis les journalistes, comme les journalistes ils étaient sur les plateaux télé donc ils n'étaient pas confinés, ils se rendaient pas forcément compte de ce qui se passait pour les personnes qui vivaient vraiment de plein fouet les mesures. Ce que c'est qu'être en télétravail quand on est un couple à Paris qui a 2 jeunes enfants dans 60 mètres carrés et que donc un enfant de 3 ans est toute la journée derrière un écran. Donc ne le percevant pas, ils nous renvoyaient qu'on était alarmiste, qu'on exagérait. Moi, j'ai eu des journalistes qui ont dit « Ah oui, c'est la psy catastrophiste, etc. » Donc, c'était moi l'alarmiste en plus. Et aujourd'hui, malheureusement, les mêmes journalistes reconnaissent que la santé mentale est une cause nationale reconnue par le gouvernement, qu'il y a un véritable problème parce que les psychotropes sont 2 fois plus consommés qu'en 2019 par les jeunes. Mais voilà, en fait, le jour où c'est reconnu, malheureusement, le mal est fait. Mais sur le moment, il y avait une résistance parce que le focus était tellement mis sur le Covid lui-même que on oblitérait tout le reste de la santé. Est-ce qu'il y avait aussi des pressions médiatiques pour maintenir un certain discours au sein des médias ? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que il y avait des rédactions où on disait très clairement. Alors plus aux journalistes qu'aux intervenants extérieurs, mais on disait quand même attention à pas semer la confusion dans la tête des gens en allant trop contre la parole gouvernementale. Donc le journaliste qui est salarié, il est quand même très embêté parce que il a un vrai conflit d'intérêts. Nous, en tant qu'intervenants extérieurs, on avait la liberté de dire non, je ne veux pas contrevenir à mon éthique et à ma déontologie. Donc si je ne peux pas dire ce que je vois, je n'y vais pas. Mais effectivement, pour certains journalistes qui auraient voulu dire quelque chose qui était peut-être contraire à la doxa, c'était des situations très compliquées de censure en fait. On peut pas se mentir. Et vous avez été aussi touché par ça ? On vous a concrètement censuré par moment ou Moi, il y a une antenne qui m'a demandé de ne pas utiliser certains mots. Et puis, il y a eu des antennes où je sais que ce que j'ai dit a déplu, mais on ne m'a pas empêché de le dire. J'ai eu un peu tout le spectre, en fait, parce que je suis passée dans beaucoup de médias différents. Donc, il y a des médias qui ont arrêté de m'inviter, il y a des médias qui m'ont contredit, mais qui m'ont laissé parler. Il y a des médias qui ont dit on ne peut pas employer ces mots-là parce que les gens ne vont plus comprendre. Voilà, il y a eu un peu de tout, mais oui, il y a des rédactions qui vous demandent de vous engager à ne pas aller contre la parole officielle. C'était particulièrement fort, j'imagine, au moment où on parlait du pass sanitaire ou de la vaccination. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, au moment du pass sanitaire, le fait de dire c'est un chantage, comme je l'ai dit, c'est un chantage que l'on exerce notamment sur les plus jeunes qui ne sont pas concernés par la maladie. On ne peut pas empêcher des ados de faire du sport sous prétexte que les parents n'ont pas voulu les injecter. Oui, j'étais évidemment taxée de complotiste, j'étais taxée de psy d'extrême droite, enfin aucun rapport avec la choucroute en fait. J'énonçais des faits et ceux que ça dérangeait me mettaient dans une catégorie qui faisait de mon discours quelque chose de dangereux. Est-ce que vous avez reçu des excuses de la part des journalistes ou bien de collègues qui auraient pu dire du mal de vous pendant cette période-là ? Non. Non, surtout pas. Mais en France, on revient pas sur la période Covid. On est toujours dans la fuite en avant dans les médias. Donc on est sur le problème d'après. Il y a très peu de... Il commence à y avoir un peu de mea culpa de certains qui reconnaissent qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas dites parce qu'ils ont eu des directives ou des peurs. Mais en revanche, quand vous vous êtes fait traiter, comme je me suis fait traiter sur les plateaux, de sentimentaliste qui fait du prêchi-prêcha, etc., évidemment que j'ai pas eu d'excuses. Mais ça, je m'en fous, moi, à titre personnel. Ce qui m'ennuie, c'est que ceux qui ont essayé d'être secourables vis-à-vis des personnes vulnérables, les bébés, les jeunes, etc., les femmes qui accouchaient avec un masque, on a quand même fait ça. On a quand même empêché les gens d'enterrer leurs morts, je veux dire. Ces gens-là, j'ai pas vraiment réussi à les aider. Moi, qu'on me présente des excuses quand on a dit une grosse ânerie, de toute façon, j'accorde pas d'importance à ce discours-là, donc c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'on n'a pas présenté d'excuses aux personnes à qui on a nui. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde semble avoir oublié un peu ces 2 années de crise. Plus personne ne semble vouloir en parler, comme si c'était un sujet tabou. Alors pourquoi, selon vous, et est-ce qu'on peut considérer ça comme un phénomène d'amnésie traumatique au niveau sociétal ?
Il y a eu un trauma collectif. Il y a eu vraiment, la vie s'est arrêtée, les repères ont volé en éclats, les gens du jour au lendemain n'avaient plus aucune prise sur leur existence. Donc il y a eu un trauma collectif. Pour reconnaître l'existence d'un trauma collectif, d'un trauma, il faut quelque part pouvoir changer la situation dans le présent. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'on évite d'y repenser. D'abord, il y a une dimension de honte très importante. On s'en voudrait trop. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation, en fait, à se rendre compte qu'on nous a manipulés, qu'on nous a menti. Ensuite, il y a des gens qui sont toujours sous le régime de la peur, qui ne sont pas sortis de cette sidération par la peur. Puisque pour qu'il y ait trauma, il faut qu'il y ait sidération. Pour qu'il y ait sidération, il faut qu'il y ait peur. Donc, il y a ceux qui n'en sont pas sortis. Il y a ceux qui sont un peu gênés de reconnaître qu'ils se sont fait avoir parce que ça froisse un peu l'ego. Il y a ceux qui ont honte parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait du mal alors qu'ils pensaient bien faire. Que ce soit des médecins, des enseignants, etc., qui ont cru appliquer en toute bonne foi des directives et puis qui se rendent compte qu'aujourd'hui, y a des conséquences négatives. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs et que en France, en tout cas, la population vit tellement de violences successives les unes après les autres. Aujourd'hui, on a une inflation galopante, il y a des préoccupations économiques très importantes, il y a une violence de rue qui augmente, que quelque part, les gens sont pris dans une sorte de fuite en avant, où ils n'arrivent plus à se poser. Comme on va de crise en crise, de catastrophe en catastrophe, ils n'arrivent plus à se poser et à élaborer ce qu'ils ont vécu, en fait. Et puis, il y a aussi un facteur qui joue, c'est la baisse de l'instruction. Quand vous n'avez aucune notion, ni de philosophie, que vous ne savez pas ce que c'est que le totalitarisme, que vous n'avez pas de notion d'histoire, vous voyez pas les mécanismes à l'œuvre. Et moi, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'en fait, le Covid doit nous servir de paradigme. La manière dont la crise a été gérée, je ne parle pas de la maladie elle-même. Moi, j'ai pas de compétences scientifiques sur le virus. Je remets pas en cause le virus. Mais la gestion de la crise doit nous servir de paradigme pour comprendre comment aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, on veut apporter une réponse uniformisée, centralisée et totalitaire à tous les problèmes, à toutes les problématiques qui arrivent dans une société, que ce soit écologique, économique, sanitaire, etc., etc. Et si les gens reviennent sur le Covid et comprennent les ficelles qu'on a activées, la peur, l'ostracisation, etc., etc., le clivage, la division dans les familles, l'entreprise qui prend le relais du gouvernement pour imposer des mesures, etc., on va comprendre ce qui se passe quand on veut résoudre la crise climatique, les crises géopolitiques, etc., etc. Et si les gens le font pas, ce travail introspectif, ils risquent de se refaire manipuler, en fait. Vous avez employé le terme totalitaire. Vous pensez donc que c'était une période totalitaire ? Le propre du totalitarisme, c'est que il exerce un contrôle total et il domine les corps. Donc je pense que dans la crise sanitaire, on a vu dans toute son ampleur le totalitarisme, c'est-à-dire qu'on a joué à saute-mouton avec l'autorité parentale, on a joué à saute-mouton avec le contrat social reposé sur les libertés fondamentales, et on est passé dans un régime d'autorisation, où il est normal d'avoir une autorisation pour faire quelque chose, au lieu de dire les libertés fondamentales ne sont pas remises en cause, et dans certains cas, voici ce qui est recommandé dans un moment d'exception. On a eu en fait une remise en cause de notre contrat social, de notre société qui est fondée sur les libertés en fait fondamentales et sur la dignité de l'être humain. Cette dignité a disparu. On était un cas positif ou négatif. La citoyenneté était conditionnée à une injection dont la validité était de 3 mois. Donc on a redéfini le contrat social, mais sans prévenir et sans demander aux gens. On a redéfini la santé, qui est définie par l'OMS comme un état d'équilibre global, psychologique, physique et social, par l'OMS. On a changé la définition de la santé, qui était un chiffre de circulation virale. Vous étiez en bonne santé si vous évitiez un virus. Et en fait, ce système de substitution sans demander leur avis aux gens, c'est du totalitarisme. Quand vous exercez un contrôle sur les corps, c'est du totalitarisme. Et qu'est-ce que cela révèle, selon vous, de l'état général des sociétés occidentales ? Comment on a pu finalement arriver jusque-là, accepter finalement ce type de dérive que vous décrivez ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs et qu'en réalité, ce serait une erreur de penser que
le Covid était le début de quelque chose, je pense que la gestion du Covid est l'aboutissement de quelque chose qui est là depuis... depuis 40 ans, mais même depuis bien avant. Il faudrait revenir même depuis peut-être le moment où, quand Husserl parle de cette substitution du positivisme scientifique à la place de la philosophie dans les sociétés occidentales, c'est très important. Parce que, en fait, pour moi, c'est le début de la désacralisation et de la déspiritualisation de l'Occident. Or, une population qui n'a plus de transcendance est une population psychiquement vulnérable. Parce que tant que vous avez une espérance, tant que vous croyez que quelque chose vous dépasse, vous ne pouvez pas accorder un pouvoir absolu à quelque chose d'humain, que ce soit une idéologie, que ce soit la technologie, que ce soit les médecins, que ce soit les politiques. Vous savez qu'il y a quelque chose au-dessus. Mais s'il y a quelque chose au-dessus, ça veut dire aussi que la vie est sacrée. Donc il y a des choses que vous n'allez pas tolérer. Donc il y a la déspiritualisation qui a joué, qui ont fait que comme l'être humain, il a besoin de croire, ça s'est prouvé par toutes les études d'éthologie, en fait le mammifère a besoin de croire que quelque chose de bon existe, même un petit singe. Un petit singe, il va faire une dépression s'il a plus de figure maternelle, alors que il peut aller bien en étant privé momentanément de nourriture. Et nos sociétés ont voulu redéfinir l'homme uniquement par ses besoins matériels et caloriques. En fait, pendant le confinement, c'était vous avez à manger, donc tout va bien. Et quand on définit l'homme uniquement par sa condition quelque part de consommateur et de contribuable, on le déspiritualise, on le réduit à quelque chose d'exclusivement matériel, qui le rend très manipulable, d'abord, et qui justifie tout. Tout est possible si la vie n'est plus sacrée. Tout est autorisé, tout est permis. Ensuite, le deuxième facteur pour moi, qui vient juste après, c'est la baisse du niveau de l'instruction. Pour qu'il y ait démocratie, il faut des individus pensants. Pour penser, il faut de la connaissance. Et aujourd'hui, les sociétés occidentales, elles sont tellement à la fois bureaucratisées et algorithmisées qu'en fait, le savoir n'a plus de valeur. C'est-à-dire que l'autorité n'est plus légitimée par le savoir et la connaissance. Donc on nous assénait des vérités qui étaient subitement absolues, alors que 15 jours avant, on nous avait dit le contraire, et on n'avait pas le droit de le discuter. Donc en fait, le savoir n'a plus de valeur. Si le savoir n'a plus de valeur, ça veut dire que l'école est un lieu de conditionnement et plus un lieu d'instruction. Et on le voit, parce qu'aujourd'hui, l'école n'est plus un rempart aux idéologies. Elle est poreuse à l'idéologie en France. Toutes sortes d'idéologies, mais l'idéologie pénètre dans l'école. Ce n'est plus le savoir qui est au cœur. Donc une population qui a... Ma génération, on n'a pas beaucoup de notions d'histoire, on n'a pas beaucoup de notions de philo, on n'a pas appris grand-chose de l'expérience totalitaire du XXe siècle. Mais par contre, on a des moyens technologiques qui permettent que le totalitarisme n'ait pas besoin de passer par une police dans la rue, même si on l'a eu, la police dans la rue. Donc ça rend aussi les gens fragiles. Moins de connaissances, ça veut dire moins d'esprit critique et donc moins de recul par rapport à ce qu'on nous dit. Donc une emprise majeure des chaînes d'infos qui font tourner en boucle des choses très anxiogènes. Donc il y a déjà ces deux facteurs, spiritualité et connaissance. Et puis je pense qu'on a beaucoup joué sur la peur de l'ostracisation et le besoin d'appartenance. L'expérience de Milgram, elle montre que dans une population donnée, environ 85% des gens vont adhérer au discours dominant dès lors qu'il est assumé par une personne qui est en position d'autorité et rationalisé au nom du bien. Donc en gros, on peut faire à peu près n'importe quoi à quelqu'un qui n'est pas du tout un psychopathe, qui est un citoyen lambda, plutôt honnête homme, dès lors qu'on lui explique que c'est pour le bien de la collectivité et que finalement l'autorité qui donne la consigne en assume en quelque sorte la responsabilité, que les gens vont se départir de leur sens moral, de leur surmoi et peuvent appliquer des choses complètement absurdes. Et ça, on l'a vu, en France, on avait des gens qu'on croyait être des gentilles personnes qui se sont mis à dénoncer des étudiants, etc., etc. Donc l'esprit critique va tenir chez une minorité de gens qui vont dire c'est pas grave si je suis seule à penser comme je pense, c'est pas grave si momentanément il y a des choses que j'ai plus le droit de faire, je tiens bon sur mes convictions, je tiens bon sur mes perceptions. C'est pas la majorité des gens. Donc Et ces gens-là, qu'est-ce qui les distingue? C'est quoi, un ancrage plus fort? C'est une éducation différente? C'est 15%. Il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment la force morale, le fait d'être capable de faire fond sur soi-même et de supporter la solitude.
Il y a le fait d'avoir compris et analysé les mécanismes à l'œuvre dans toutes les situations d'emprise. Quand vous avez fait face à une famille où il y a de l'emprise, où il y a de la manipulation, où il y a du chantage, où le mensonge devient la vérité, où le bien devient le mal et le mal devient le bien, si vous l'avez analysé, si vous avez dézoomé, quand vous y êtes à nouveau confronté, vous avez une immunité, vous le reconnaissez. Ce qui a été votre cas, hein, vous le dites dans votre livre. Ouais. Moi, j'ai été enfermée par une mère complètement psychopathe. Donc, quand j'ai vu qu'on enfermait les enfants, j'ai eu très peur pour eux parce que je me suis dit, mais la société devient une famille toxique avec les jeunes, en fait. On n'est plus secourable. Normalement, quand il y a la guerre, il y a des chartes de protection des mineurs. Et nous, on nous disait qu'on était en guerre contre le virus et il n'y avait pas de protection des mineurs. Alors que c'était pas une maladie pédiatrique. Donc, quand vous y avez été exposé, si vous l'avez analysé, vous avez une immunité. Si vous y avez pas été exposé, vous êtes vulnérable. Si vous y avez été exposé mais que vous n'en êtes pas sorti, vous allez être un petit peu comme une victime de secte. Vous allez vous relaisser manipuler par la peur, en fait. Il y a aussi les ressources spirituelles. Finalement, les gens qui croyaient en quelque chose de plus grand, la peur ne prenait pas sur eux. Voilà. Puis il y a la force de caractère aussi. Et dans ce sens-là, on peut aussi considérer que cette période Covid a été une opportunité d'éveil pour beaucoup et que aujourd'hui, un plus grand nombre de personnes ayant pris conscience des problèmes durant cette période ne se le laisseront plus avoir, entre guillemets. Je pense que pour un certain nombre de gens, il y a eu une désidéalisation douloureuse mais salutaire, aussi bien de la classe politique que de la classe médiatique. C'est-à-dire que là où ils se laissaient peut-être parfois départir un petit peu de leur jugement, ils se sont dit mais il faut quand même faire attention, l'État n'est pas forcément toujours notre ami. Et ils l'ont vraiment vécu dans leur chair, ils l'ont vécu concrètement, puisqu'on a confisqué l'autorité parentale, etc., que les familles ont été prises en otage. Donc oui, chez un certain nombre de gens, il y a eu un éveil brutal, et puis il y a des gens qui auraient pas pu tolérer cette confrontation en fait à la vérité trop douloureuse de l'État ne veut pas forcément mon bien. Et qui eux se sont plongés dans le déni parce que ils étaient pas peut-être pas suffisamment outillés psychologiquement pour faire face à ça, et que finalement un être humain à l'adolescence est supposé désidéaliser un peu ses parents pour pouvoir garder ce qui lui correspond et remettre en cause ce qui lui correspond pas. Les gens qui n'ont pas pu faire ça, ils ont du mal à le faire plus tard avec le patron ou avec l'État. Ils ont du mal à garder une liberté, un esprit critique et dire ça je prends pas.